Jacques Tati chef, dit Jacques Tati, est un réalisateur, acteur, et scénariste français, né le 9 octobre 1907, au Pec, à l'époque, département de Seine-et-Oise, près du square qui porte aujourd'hui son nom. Il est mort le 4 novembre 1982, à Paris, dans le 10e arrondissement. Origines familiales. Jacques Tati chef, est d'origine franco-russo-néerlando-italienne. Il est le deuxième enfant, d'Emmanuel Tati chef, et de Marcel Claire Van Ouf. Son père, Emmanuel Tati chef, né en 1875, à Paris, décédé en 1957, est le fils naturel, du comte Dimitri Tati chef, né vers 1826, à Moscou, général de l'armée russe, attaché militaire à l'ambassade de Russie, à Paris, où il meurt en 1878, peu après la naissance de l'enfant, et d'une Française, Rosa Nathalie Alincan, née en 1837, à Compiègne, et décédée en 1903, à Saint-Germain-en-Laye. Enfant, Emmanuel connaît une période agitée, enlevé et emmené en Russie, sa mère ne peut le ramener en France, qu'en 1883, quand il a 8 ans. Elle s'installe dans un endroit alors assez retiré, le Pec, au pied de Saint-Germain-en-Laye. La mère de Jacques Tati, née Marcel Claire Van Ouf, en 1883 à Saint-Germain-en-Laye, décédée en 1968, est d'origine italo-néerlandaise. En 1903, elle épouse Emmanuel Tati chef. Ils auront 2 enfants, Nathalie, née en 1905, et Jacques. François Hubert Théodore Van Ouf, le père néerlandais de Claire, est encadreur. Il est connu dans sa famille, pour avoir refusé 3 toiles que Van Gogh proposait pour payer ses cadres. Ne serait-ce pas de l'absence de clairvoyance? Il fait entrer Emmanuel dans son entreprise. La famille Tati chef, bénéficie d'un niveau de vie assez élevé. Par la suite, Emmanuel deviendra le directeur de l'entreprise Van Ouf. Jacques Tati chef, paraît avoir été un écolier médiocre. En revanche, il est assez sportif, et pratique le tennis et, plus encore, l'équitation. Il abandonne les études à 16 ans, 1923, et entre comme apprenti dans l'entreprise familiale, où il est formé par son grand-père. En 1927-1928, il effectue son service militaire, à Saint-Germain-en-Laye, dans la cavalerie, 16e régiment de dragons. Il effectue ensuite à Londres, un stage au cours duquel il s'initie au rugby. À son retour, il découvre ses talents comiques, dans le cadre de l'équipe de rugby du Racing Club de France, dont le capitaine est Alfred Sauvy, et l'un des adeptes, Tristan Bernard. Il abandonne le métier d'encadreur en 1931, au moment où la crise économique mondiale atteint la France, et notamment le monde du spectacle. Il connaît alors une période très difficile, au cours de laquelle il élabore, malgré tout, le numéro qui deviendra Impression sportive. Il participe au spectacle amateur, organisé chaque année, de 1931 à 1934, par Alfred Sauvy. Ses débuts dans le monde du spectacle. Il est probable qu'il ait eu des engagements rémunérés au Music Hall, mais ils ne sont attestés qu'à partir de 1935, année où il joue pour le gala, organisé par le quotidien Le Journal, en l'honneur du record de la traversée de l'Atlantique, par le Normandie. Parmi les spectateurs se trouve Colette, qui fera par la suite un commentaire très élogieux du numéro de Tati. Désormais je crois que nulle fête, nul spectacle d'art et d'acrobatie, ne pourront se passer de cet étonnant artiste, qui a inventé quelque chose qui participe du sport, de la danse, de la satire, et du tableau vivant. En Jacques Tati, cheval et chevalier, tout Paris verra, vivante, sa créature fabuleuse, le centaure. Colette, spectacle de Paris, Le Journal.
28 juin 1936. Jacques est ensuite engagé, dans la revue du théâtre Mitchell, puis, en 1936, après un séjour à Londres, dans la revue dirigée par Marie Dubas, à l'ABC. À partir de là, il travaille sans interruption, jusqu'à la guerre. Durant les années 1930, il commence aussi à jouer comme acteur de cinéma. Oscar, champion de tennis, de Jack Forrester, en 1932, film perdu, et très mal documenté. On demande une brute de Charles Barrois, en 1934, aux côtés de Enrico Sprocani. Gai dimanche, co-réalisé avec Jacques Hébert, en 1935. Et Soigne ton gauche, de René Clément, en 1936, aux côtés de Max Martel. La Seconde Guerre mondiale. Il est mobilisé, dès septembre 1939, au 16e régiment de dragons, puis versé dans une nouvelle unité, avec laquelle, il participe en mai 1940, à la bataille sur la Meuse. Il se replie avec son unité, jusqu'en Dordogne, où il est démobilisé. Entre 1940 et 1942, il présente ses impressions sportives au Lido de Paris. Il y rencontre la danseuse Herta Schiel, qui avait fui l'Autriche avec sa sœur Molly, au moment de l'Anschluss. À l'été 1942, Herta accouche d'une fille, Helga Marie-Jeanne Schiel. Se soumettant aux pressions de sa sœur Nathalie, Jacques Tati refuse de reconnaître l'enfant, et quitte la mère. Il est renvoyé du cabaret. Herta Schiel, et sa fille, Helga Marie-Jeanne Schiel, émigrent en Angleterre, où Helga Marie-Jeanne épouse un monsieur MacDonald. Leur fils, Richard Tati Chef Schiel MacDonald, écrit une longue lettre au critique Roger Ebert, en 2010, accusant son grand-père d'avoir abandonné sa mère, Helga Marie-Jeanne, la première fille de Jacques Tati. Il se produit aussi, à la Scala de Berlin, en 1942, puis il quitte Paris, et passe quelques mois de 1943, à Sainte-Sévère avec un ami, le scénariste Henri Marquet. Ils y écrivent le scénario et le script, de l'École des facteurs. Il se marie, le 25 mars 1944, avec Micheline Winter. Il recommence à travailler, comme acteur de cinéma, à la fin de la guerre, envisagé comme substitut éventuel, de Jean-Louis Barrault, pour Les Enfants du Paradis. Il joue le rôle du fantôme, dans Sylvie et le fantôme, de Claude Autant-Lara, et figure aussi dans Le Diable au corps, du même auteur. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance de Fred Orin, directeur des studios de Saint-Maurice, et de ceux de la Victorine à Nice. Jacques Tati cinéaste. Plaque commémorative, au numéro 30 de la rue de Penthièvre, dans le 8e arrondissement de Paris, où Jacques Tati écrivit le scénario de Jour de fête. Au début de 1946, Orin et Tati fondent une maison de production, Caddy Film, qui est à l'origine des 3 premiers films de Tati. En 1946, année de la naissance de Sophie Catherine Tati Chef, il réalise un court-métrage, qu'il intitule L'École des facteurs. Le réalisateur pressenti était René Clément, mais celui-ci étant alors occupé par la bataille du rail, c'est Jacques Tati qui va assumer la fonction. L'École des facteurs fut un succès, et fut récompensé par le prix Max Linder du court-métrage comique, en 1949. Son premier long-métrage, Jour de fête, dans lequel son épouse joue un rôle, est tourné en 1947, achevé en 1948, mais ne sort en France que le 4 juillet 1949, en raison des réserves des distributeurs français. Le film, bien accueilli à Londres dès mars 1949, connaît finalement un grand succès public en France, même si les critiques sont généralement peu enthousiastes. Il reçoit le Grand Prix du cinéma français, en 1950. Ce devait être l'un des premiers longs métrages français en couleur, mais l'aspect expérimental du nouveau système couleur Thomson Color
et le coût élevé d'un tirage couleur, firent qu'il dut sortir en noir et blanc. Ce n'est qu'en 1995, qu'une copie couleur put être réalisée, et présentée au public. Le film fut tourné notamment, sur le territoire de la commune de Sainte-Sévère, dans l'Indre, avec seulement 5 comédiens professionnels. Les autres acteurs étaient des habitants du village, où l'on peut voir aujourd'hui un site dédié au film. 1949 est aussi l'année de la naissance de Pierre-François Tati-Chef, alias Pierre Tati. Les vacances de Monsieur Hulot. Avant la guerre, lors d'une visite chez des amis de Saint-Nazaire, Monsieur et Madame Lemoine, installés près de la plage de Port-Charlotte, Tati est séduit par la plage voisine de Saint-Mars-sur-Mer, Loire-Atlantique. Il décide d'y revenir un jour, pour tourner un film, Les vacances de Monsieur Hulot, pour lequel Jacques Lagrange, alors décorateur, devient son collaborateur, et le restera jusqu'à la fin de la vie de Tati. Le personnage de Monsieur Hulot, lui a été inspiré par un véritable Monsieur Hulot, l'architecte de l'immeuble, dans lequel habitait Tati, qui n'était autre que le grand-père de Nicolas Hulot. Les vacances de Monsieur Hulot sort en 1953. Ce nouveau personnage est très remarqué par la critique, mais aussi par le public du monde entier, et le film, qui va recevoir plusieurs récompenses, dont le prix Louis de Luc, reste l'un des films français les plus appréciés de cette période. Des problèmes divers vont retarder la sortie du film suivant, auquel Tati pense dès 1954. En 1955, il subit un assez grave accident de voiture, dont il gardera une infirmité de la main gauche, et un certain affaiblissement physique. Si le succès des vacances de Monsieur Hulot lui apporte des revenus importants, Jacques Tati s'estime cependant lésé par Fred Orin. Ce différend provoque la rupture de leur association, et la création par Tati de sa propre maison de production, Spectafilm, en 1956. Pierre et Tex entre au service de Tati, en 1956. Mon oncle, son premier film projeté en couleur, sort en 1958, parallèlement à une version anglaise, My Oncle, légèrement différente, par la durée et le scénario. Ce film est le prolongement du film Les vacances de Monsieur Hulot. Je crois que je vais maintenant expliquer davantage aux spectateurs ce qu'est Hulot. Je vais leur faire voir où il habite, où il travaille, et les contacts qu'il a avec la famille, avec le monde qui l'entoure. Jacques Tati, entretien télévisé avec François Chalet, Archivina, 3 mars 1956. Le film reçoit des distinctions importantes en France et à l'étranger, notamment, le prix spécial du jury à Cannes en 1958, et l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, en 1959. Grâce à ces récompenses, la famille Tati s'installe à Saint-Germain-en-Laye, Villa Arpels, au 104. À partir dans le music-hall. En 1961, Jacques Tati revient brièvement dans le music-hall, lorsque Bruno Cocatrix lui propose de remplacer Édith Piaf, qui annula son spectacle pour des raisons de santé. Il présente alors Jour de fête à l'Olympia, un spectacle alliant des numéros de variété, du cinéma, et du théâtre. 3 années plus tard, en 1964, Tati réitérera différemment l'expérience. Il louera le cinéma parisien Luxe, rue de Rennes, pour y projeter Jour de fête, et recréer au sein du cinéma, des attractions, une fanfare, et des lâchers de ballons. Playtime, et la faillite de Spectafilm. De 1964 à 1967, très occupé par le projet de Playtime, Tati co-réalise également un court-métrage, Cours du soir, dans lequel il tient le rôle du professeur. En 1967, de graves problèmes financiers, liés au tournage de Playtime, l'obligent à hypothéquer sa demeure de Saint-Germain-en-Laye. Ses films antérieurs sont placés sous séquestre,
par décision de justice. Sorti à la fin de 1967, le film est assez bien accueilli en Grande-Bretagne, en Suède et en Amérique du Sud. En revanche, c'est un demi-échec en France, et il n'est pas diffusé aux États-Unis, contrairement à ce que Tati espérait. Playtime a exigé des investissements énormes, la construction du décor de Tatyville, et s'est avéré plus coûteux que prévu. Au total, Tati se trouve en 1968, dans une situation financière catastrophique. La maison de Saint-Germain est vendue, après la mort de sa mère, Claire Van Hoof. Tati s'installe à Paris, avec sa femme Micheline. Spectafilm est placé sous administration judiciaire. La conclusion sera, en 1974, la liquidation de la société, avec une vente aux enchères de tous les droits et films, pour seulement un peu plus de 120 000 francs. Les années 1970. Jacques Tati crée, dès 1969, une nouvelle société de production, la SEPEC, mais il est amené à réduire ses ambitions. Trafic, quoique projeté en salle en 1971, est au départ conçu pour être un téléfilm. Le réalisateur ne peut monter son dernier long métrage, Parade, qu'avec l'aide de la télévision suédoise, en 1973. En 1977, il reçoit un César du cinéma, pour l'ensemble de son œuvre. C'est aussi en 1977, qu'il touche à nouveau des revenus de ses films, lorsque des actionnaires créent l'entreprise Panoramic Film, et qu'un promoteur immobilier parisien, Nino Molosena del Monaco, rachète les droits et les copies des films, qui redeviennent alors disponibles à la distribution. En mai 1982, un hommage lui est rendu, en compagnie de 9 réalisateurs internationaux, lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes 1982. Affaibli par de graves problèmes de santé, il meurt le 4 novembre 1982, d'une embolie pulmonaire, laissant un ultime scénario, intitulé Confusion, qu'il avait achevé avec Jacques Lagrange, et plusieurs fois reporté. Au début du film, Monsieur Hulot devait être accidentellement tué en pénétrant dans un studio, en plein milieu d'un tournage d'une scène avec des tirs, l'une des balles devant être réelle, et touchant mortellement Hulot. Ron Mael et Russell Mael, du groupe Spark, auraient dû jouer un rôle dans ce film. Dans Paris Match, Philippe Labron rapportait la mort de Jacques Tati sous le titre Adieu Monsieur Hulot. On le pleure mort, il aurait fallu l'aider vivant. Il est inhumé, dans le caveau familial, au cimetière ancien de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Postérité de l'œuvre de Jacques Tati. La complicité entre le cinéaste et les habitants du village de Sainte-Sévère-sur-Indre, s'est nouée pendant la guerre. Le jeune Jacques Tati, chef, qui débute alors au cinéma, s'est réfugié dans la ferme d'un hameau voisin, en zone libre. Au fil de sa vie, il ne cesse de montrer sa gratitude aux habitants pour l'accueil reçu, revenant chaque année en famille, dans ce décor champêtre qui a largement contribué au succès de Jours de fête. En 2000, Sophie Tati chef présente, sous le titre Forza Bastia 78, un documentaire inachevé de Tati, sur la finale de la Coupe d'Europe de football. En 2001, sa fille Sophie Tati chef, Jérôme Descends, petit cousin de Micheline Winter, et donc petit cousin par alliance de Tati, et Macha Makeyev, crée la société Les Films de Mon Oncle pour racheter les droits du catalogue Tati, et ressortir des copies restaurées, des films du réalisateur. En 2009, la maison Tati, est inaugurée dans un entrepôt de Sainte-Sévère-sur-Indre, et un festival du court-métrage d'humour, s'efforce de promouvoir les jeunes auteurs. L'illusionniste. Tombe de Jacques Tati au cimetière ancien de Saint-Germain-en-Laye. En 2010, le réalisateur français, Sylvain Chomet, sort L'illusionniste, film d'animation sur un scénario inédit, que Jacques Tati avait écrit avec Henri Marquet, entre 1955
et 1959, scénario fondé sur une lettre intime, à sa fille Elga Marie-Jeanne Chiel. L'art de Jacques Tati. Malgré l'apparente absence de dialogue dans ses films, Jacques Tati porte un soin méticuleux aux bandes son. Il existe ainsi des versions anglaises de plusieurs de ses films, dont Les Vacances de Monsieur Hulot, et Mon oncle, dont la version anglaise My Uncle est sortie en France, en 2005. Tati incarne le renouveau du burlesque français. Le personnage de Monsieur Hulot, avec sa silhouette élancée, et sa pipe, fait corps avec Tati, qui cite lui-même Charlie Chaplin, ou Buster Keaton, à titre de comparaison. Cependant Tati renonce au privilège de comique professionnel ou d'expert du mime, pour mettre en avant la foule de figurants de ses films. Il n'hésite pas à faire appel à des amis du music-hall, les techniciens acceptent de jouer les figurants, au milieu des gens du village, eux-mêmes ayant accepté de rester endimanchés, tous les jours, pour les besoins du scénario de jour de fête. Sans hiérarchie, ni préjugés, les films de Tati reconnaissent à tous les personnages, qui apparaissent à l'écran, le droit de faire rire. On a souvent parlé de l'inadaptation du personnage incarné par Tati à la société dans laquelle il vit. Cette inadaptation correspond moins à une volonté de se distinguer qu'au désir d'amener le spectateur à réfléchir sur 1000 aspects du quotidien. Jean-Louis Schaeffer précise, le gag de Tati n'est jamais venu de l'idée de savoir comment faire du cinéma drôle, mais comment vivre ensemble. Dans l'univers aseptisé et déshumanisant de Mon oncle, 1958, où rien n'est laissé au hasard, Monsieur Hulot est l'incident, l'intrusion qui provoque la vie, la gaffe essentielle, l'acte manqué fertile, l'inutile indispensable, la poésie. Plutôt qu'en rétrograde, Tati parodie la société contemporaine en sociologue souriant, s'il se moque beaucoup du monde moderne, en particulier de la technique, le regard qu'il porte sur l'humanité est toujours bienveillant, il n'y a jamais de personnage réellement méchant, mauvais ou violent dans ses films, et les personnages les plus caricaturaux, gardent des traits attachants ou les retrouvent au détour d'une péripétie. Tati traite les voix au plus proche de la perception quotidienne, c'est-à-dire entourées, parasitées, ou recouvertes. Le facteur François, ou Monsieur Hulot sont presque muets en parole, mais extrêmement bavards en gestes. Dans Les Vacances de Monsieur Hulot, 1952, il suffit qu'un haut-parleur crache les indications inarticulées pour que la foule se précipite sur le quai. Dans Mon oncle, inutile de comprendre ce que vocifère le patron dans l'interphone, il suffit qu'il vocifère pour être un patron. Tous ces bruits participent et contribuent à forger l'imaginaire social de l'époque. Entièrement réalisé en post-synchronisation, composé avec un soin et une minutie extrême, la bande-son parvient, par la précision de chaque élément, à donner l'impression de magma, dans lequel les personnages s'agitent et se débattent. Le fait est, que l'on reconnaît immédiatement un film de Tati, en écoutant la bande-son, sans les images. Pour Michel Chion, Tati est de ces gens qui ne cessent jamais de s'étonner, et de rire, du caractère arbitraire, et sans discussion de la liaison entre les choses à voir, et les choses à entendre. Mon oncle propose une véritable réflexion par le son, sur l'utilité et la destination des choses. François Truffaut s'exaspère cependant, son parti pris esthétique, sa logique démentielle, le conduisent à une vision du monde déformée, quasiment obsessionnelle. Plus il cherche la vie, plus il s'en éloigne, car la vie n'est pas logique. Dans la vie, on s'habitue au bruit, jusqu'à ne plus l'entendre, et finalement, il crée un univers délirant, cauchemardesque, et concentrationnaire, qui paralyse le rire plus facilement qu'il ne l'engendre. Ce qui n'empêche pas Truffaut d'apprécier Tati. En effet, dans son film Domicile conjugal, le personnage de Monsieur Hulot apparaît le temps d'un court gag, sur le quai du métro parisien.